Il fut un temps où il n'avait rien, ruiné, affamé, luttant chaque jour pour survivre. Et la femme qu'il aimait, celle pour qui il aurait tout sacrifié, le traitait comme s'il n'était personne. Elle le trompait, le laissait sans nourriture, et finit même par le chasser pour épouser un homme riche. Mais le destin avait une revanche silencieuse en préparation. Des années plus tard, cet homme brisé devint un ingénieur en technologie et un développeur crypto de renommée mondiale, valant des millions. Puis, un jour tout à fait ordinaire, quelque chose d'incroyable se produisit. Il la vit, elle, son ex, la même femme qui l'avait humilié, détruit, abandonné, maintenant sale, affamée, ruinée, assise au bord de la route avec 2 enfants, des jumeaux, suppliant les passants pour quelques pièces. Ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et prenez votre pop-corn, car nous allons plonger ensemble dans cette histoire puissante, émouvante et pleine de rebondissements. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour ne rater aucune de nos histoires inoubliables et riches en leçons de vie. Femi n'avait pas toujours été riche, il n'était pas né dans l'abondance. Il venait d'une famille très pauvre, du genre où chaque naira comptait, et où les rêves survivaient uniquement grâce à l'espoir. Son père, M. Adibanjo, était un instituteur à la retraite, dont la pension si maigre ne suffisait même pas pour 2 jours de nourriture. Sa mère, Mama Femi, vendait des légumes au marché, tomates, piments, oignons, soigneusement alignés en petites pyramides colorées sur une table branlante, qui tremblait au moindre souffle de vent. La famille vivait dans un petit appartement de 2 pièces, dans un quartier bruyant de Lagos. Le toit fuyait pendant la saison des pluies, et pendant l'harmattan, le froid s'infiltrait à travers les fenêtres fissurées. Femi dormait sur un matelas fin posé à même le sol, se réveillant souvent le dos endolori. Mais jamais il ne se plaignait. Il savait que ses parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Dès son plus jeune âge, Femi avait compris que la vie était un champ de bataille. Il apprit à gérer la faim, à étirer ce qu'ils avaient, à trouver du bonheur dans de petites victoires. Comme lorsque son père rapportait du suya le jour de paie, ou lorsque le propriétaire ne venait pas frapper pour réclamer le loyer ce mois-là. Le grand tournant arriva lorsqu'il fut admis à l'université de Lagos pour étudier l'informatique. Pour sa famille, c'était une immense fierté, mais aussi un nouveau fardeau financier. Ses parents vendirent quelques biens afin de payer les frais de sa première année, et Mama Femi doubla ses heures au marché pour lui envoyer un peu d'argent pour manger. Pendant que beaucoup de ses camarades exhibaient leurs vêtements de marque et sortaient en soirée chaque week-end, Femi portait le même jean depuis des années, si souvent lavé qu'il en avait perdu sa couleur. Il se fichait totalement de la mode. Il n'avait qu'un seul objectif, sortir major de sa promotion et décrocher un bon emploi. Il passait des nuits entières dans le laboratoire informatique du campus, apprenant de nouveaux langages de programmation, le développement web, la cybersécurité, bien au-delà du programme officiel. Souvent, il était le dernier à partir, fermant la porte derrière lui pendant que le gardien bâillait d'impatience. Et malgré tout cela, il y avait des jours où il n'avait rien à manger, buvant simplement du gari avec de l'eau froide pour calmer les grondements de son estomac. Il portait tout cela en silence, ne voulant jamais accabler ses parents. Le jour de la remise des diplômes, Femi sortit de la salle avec son diplôme d'une main et ses rêves de l'autre. Il imaginait déjà un poste dans une grande entreprise tech, un bon salaire, peut-être même une voiture dans l'année. Mais la réalité ne se souciait guère de ses rêves. Les mois passèrent sans aucune offre. Il imprimait des CV par dizaines, parcourant Lagos pour déposer des candidatures. Et les réponses étaient toujours les mêmes. Nous vous recontacterons. On ne le recontactait jamais. Ses petites économies disparurent, peu à peu. Il commença à emprunter de l'argent à des amis pour continuer à tenir. À un moment, il envisagea même de travailler dans un simple cybercafé pour survivre. Enfin, après 6 longs mois d'attente, il avait décroché un emploi, pas dans une grande entreprise high-tech comme il l'avait rêvé, mais dans une petite société en difficulté, qui réparait des ordinateurs
et assurer le support informatique de quelques commerces locaux. On l'appelait leur ingénieur IT, mais le salaire ne suffisait à peine à payer son loyer dans ce minuscule appartement sombre et étouffant, ni à acheter des repas simples. Pourtant, Femi se répétait que c'était un début. Chaque matin, il enfilait sa chemise soigneusement repassée et sa cravate bon marché, déterminé à donner le meilleur de lui-même. Mais c'est dans ces jours de lutte acharnée que son chemin croisa celui de Nana, une rencontre qui allait bouleverser le chapitre suivant de sa vie, de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans les premiers mois après l'obtention de son diplôme, Nana glissa dans le petit appartement de Femi comme une brise douce s'infiltre sous une porte. D'abord discrète, puis omniprésente. Elle n'emménagea pas officiellement, mais ses affaires, elles, prirent racine. Une petite valise, une boîte de perruques, un vaporisateur de parfum hors de prix qu'il n'arrivait même pas à prononcer. Les bonnes soirées, elle riait à ses blagues, sèche, et disait « Mon génie !» tapotant son front. Les mauvaises soirées, elle parcourait la pièce du regard, fronçait les sourcils devant la peinture écaillée et poussait un soupir lourd, celui de quelqu'un qui pensait mériter mieux. Le travail de Femi lui permettait juste de garder le propriétaire poli. Il se levait avant l'aube, repassait les mêmes deux chemises et marchait jusqu'à l'arrêt de bus avec son sac d'ordinateur portable. C'était le genre d'homme qui rendait la lutte ordonnée. Nana, elle, se trouvait entre deux choses, comme elle aimait le dire. « Je pèse mes options », disait-elle en scrollant sur son téléphone, en appliquant son rouge à lèvres devant le petit miroir, assise sur son matelas en mousse. « Je ne peux pas prendre n'importe quel job, j'ai fait des études. » Au début, elle cuisinait pour eux, du jollof qui suffisait pour 2 jours, de la soupe d'okra qui adoucissait la journée. Elle l'attendait près de la fenêtre et courait à la porte dès qu'elle entendait sa clé tourner. Ils mangeaient ensemble, genoux se touchant, parlant d'un futur appartement avec balcon et rideaux, qui danse comme la musique. « Un jour, on aura ça », murmurait Femi. Elle souriait. « Un jour ». Mais ce « un jour » ne payait pas les perruques. Il ne remplaçait pas l'écran fissuré de son iPhone. Il ne pouvait pas réserver un Uber pour aller voir son ami à l'Eki. Peu à peu, la chaleur de Nana commença à se transformer en comparaison. « Tu connais Toby ?» demanda-t-elle un soir, en éparpillant des arachides sur ses genoux. « Il était ton camarade de cours. Il vient de commencer dans une banque. Ils lui ont donné un appartement à Écoï, une voiture, une Corolla entière. » Femi hocha la tête silencieusement, remuant son gris. « Tant mieux pour lui. Mon propre chemin s'ouvrira. »« Ton chemin doit se dépêcher, » dit-elle, à moitié plaisanterie, à moitié avertissement. « Je ne peux pas continuer à manger des rêves. » Les comparaisons se multiplièrent. Il y avait toujours un Toby, un Femi qui n'était pas Femi, un homme avec une voiture, un homme avec un job qui semblait venir avec un ascenseur, et une réceptionniste qui souriait avec toutes ses dents. Femi supportait tout avec patience, comme un homme qui transporte un seau fissuré, en espérant ne pas renverser une goutte d'eau. La première fissure réelle apparut un jeudi. Le générateur de la société s'était mis en grève. Alors le patron renvoya tout le monde chez soi. Femi prit un danfo à mi-chemin, puis marcha le reste du trajet, évitant les flaques laissées par une pluie capricieuse. Il avait prévu une petite surprise. Du suya du stand au bord de la route, une portion supplémentaire, le piment glissé dans du papier comme un secret. Il imaginait la joie de Nana, la façon dont elle disait « Mon bébé » quand il fait quelque chose de gentil. La porte n'était pas verrouillée. Il entendit d'abord un rire, profond, masculin, trop à l'aise dans une pièce qui n'était pas la sienne. Puis la voix de Nana, douce et espiègle, dans un registre qu'elle n'utilisait plus avec lui. Femi resta figé, le souilla encore chaud dans sa main à travers le papier, le cœur battant comme jamais. Il poussa la porte. Vocabulary of Rage, ChatGPT said. Un homme en polo impeccable, montre scintillante au poignet et parfum assourdissant, était assis au bord du lit de Femi. La perruque de Nana était tombée, révélant ses cheveux noués dans un foulard qu'elle portait quand elle se sentait vraiment chez elle. L'homme se tourna lentement,
d'abord agacé, puis un sourire malicieux apparut, comme pour dire que cette scène serait une histoire qu'il raconterait plus tard, avec de grands gestes exagérés. Oh, dit l'homme, tu n'as pas dit que ton frère venait. Pars, répondit Fémy, la voix ferme, surprenant même sa propre détermination. Il n'était pas violent, mais certaines paroles portent des pierres toutes seules. L'homme se leva, un rictus aux lèvres. Mec, relax, on discutait juste. Dehors, répéta Fémy. Maintenant. L'homme ajusta sa ceinture, fit un clin d'œil à Nana, et passa devant Fémy, son épaule frôlant la sienne dans un défi délibéré. Fémy ne broncha pas. L'homme laissa derrière lui un parfum qui brûlait comme un affront. Quand la porte claqua, le silence s'allongea, griffant l'air. Nana fut la première à parler. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Qu'est-ce que je crois ?» Elle baissa les yeux, puis les leva vers lui, avant de les détourner, sa voix soudain fragile. « J'avais besoin d'argent. Il m'a aidé. » Fémy posa le souillat sur la table avec un soin presque ridicule. « Aider comment ? Des petites choses. Tu sais que je ne travaille pas. Alors tu comprends. Où veux-tu que je le rencontre, sinon ici ?» Elle leva les mains puis les laissa retomber, adoucissant son geste. « Bébé, je suis désolé. S'il te plaît, rien ne s'est passé, je te jure. » Fémy voulait croire. Il voulait effacer l'image des chaussures de l'homme pointées vers le lit, la façon dont le foulard de Nana était tiré de travers, comme par des mains pressées. Il voulait réécrire les 5 dernières minutes en quelque chose de digne. Il ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit encore. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais besoin de quelque chose ? J'aurais trouvé un moyen. »« C'est ça le problème, » dit-elle, les larmes arrivant à l'heure exacte. « Tu dis toujours que tu trouveras un moyen, mais le moyen n'arrive jamais. J'avais besoin de réparer mon téléphone, tu sais, être présentable pour des entretiens. Parfois, tu ne peux même pas m'offrir le transport. » Il s'adossa au mur et glissa jusqu'au sol froid. « Alors, c'est ma punition d'être pauvre. » Nana s'agenouilla devant lui, les larmes brillantes. « Non, non, ne dis pas ça comme ça. Tu sais que je t'aime. » Elle prit ses mains et les serra. « J'ai fait une erreur. Ça ne se reproduira plus. Je jure sur la vie de ma mère. » Les promesses emplissirent la pièce comme de la fumée. Il pleura en silence, obstiné, honteux, et finalement, parce que son cœur avait appris la patience bien avant l'orgueil, il hocha la tête. « D'accord, » dit-il, « je te pardonne. » Elle expira, frissonna, s'effondra contre son épaule. « Merci, je n'oublierai jamais ça. Tu es un homme bien. » Pendant 2 semaines, la paix revint comme un invité timide. Nana redevenait attentionnée, cuisinait, allumait des bougies, portait son parfum préféré. Elle l'appelait « mon génie » et disait à ses amis assez fort pour qu'il entende que son homme était une future star du logiciel. Fémy prenait des chemins plus longs pour rentrer, évitant les raccourcis qui mènent toujours aux déceptions. Il se concentra sur le travail, restait tard pour étudier de nouveaux frameworks, se disant qu'une promotion comblerait les failles de leur journée. Mais le fleuve de la comparaison retrouva son cours. Cela commença par de petites cruautés. « Tu as repassé cette chemise, elle est toujours froissée. » Ou « Regarde comme Emmanuel envoie de l'argent à sa copine tous les vendredis, tu tiens vraiment à moi ?» Ou encore le glissement discret de son assiette avec un « Je ne peux pas encore manger des haricots, je suis fatiguée. » Elle commença à se pomponner pour voir une amie, lèvres brillantes, parfum intense. Elle retournait son téléphone quand des messages arrivaient. Quand il posait des questions douces, elle entendait des accusations. « Donc maintenant, tu me surveilles parce que tu as payé le loyer du mois dernier ? » ?»« Ah ben, ne me stresse pas. » Fémy ne criait jamais. Il n'apprendrait jamais le vocabulaire de la colère. Il parla doucement, espérant que sa douceur pourrait adoucir les bords tranchants de ses mots. Il achetait de petits cadeaux avec son maigre budget, des épingles à cheveux, des boucles d'oreilles bon marché, des cartes de recharge. Il paraissait si insignifiant le jour où elle mentionna l'iPhone d'une amie ou un week-end dans un resort à IP.
On y arrivera, disaient-ils ensemble. Elle souriait seulement avec ses lèvres, laissant le reste du mystère intact. La deuxième fois, il ne l'attrapa pas dans la pièce. Il sentit le parfum sur leur oreiller, coûteux, masculin, interdit. Dans la salle de bain, une deuxième brosse à dents bleue attendait, ses poils encore imprégnés des dents de quelqu'un d'autre. Quand il demanda, elle éclata de rire. Tu te fais des films. Mon cousin est passé. Tu sais, le petit ami de Sadeh? Il l'a laissé. Le mensonge était nu, sans... Artifice. Il laissa passer, se haïssant ensuite dans le silence pesant de la nuit. Fémi se mit à prier plus longtemps. Ses prières n'étaient pas cérémonieuses. Dieu, donne-moi du travail, donne-moi de la sagesse, donne-moi de la faveur, donne-moi un cœur gentil, mais pas naïf. Il s'excusait auprès de son estomac quand il sautait le dîner pour économiser, et auprès de son cœur quand il continuait à nourrir l'espoir dans un corps déjà fatigué. Une nuit, il rentra avec un sac de courses qu'il avait négocié comme un guerrier. Riz, tomates en conserve, un petit paquet de poulet. Nana se tenait devant le miroir, ajustant une perruque blonde, une robe moulante, comme si elle avait un faible pour elle. Les boucles d'oreilleuses en or balançaient à chacun de ses mouvements. Elle était à couper le souffle, d'une beauté qui lui coupait le souffle. « Tu vas où » demanda-t-il, tentant de paraître détendu. « Sortir », répondit-elle en tapotant son téléphone. « Le hang-out d'une amie à l'Eki. »« Quelle amie ?» Elle leva les yeux au ciel. « Tu dois tout savoir ? Tu ne le connais pas ? Lui ?» Elle le fixa. « Faye, ne commence pas. Tu sais que je n'aime pas le stress. » Il avala sa salive, hocha la tête, posa les courses. « Au moins, appelle-moi quand tu arrives. » Elle lui donna un petit bisou sur la joue, comme on laisse un pourboire à un serveur, puis partit. La porte se referma doucement. Le silence frappa comme un coup de tonnerre. Il cuisina pour deux, mangea pour un, gardant l'autre assiette couverte des heures, juste au cas où. Quand elle revint vers minuit, son rire traversa le couloir comme la dernière chanson d'une fête. Il était à moitié endormi, pleinement éveillé. « Ça l'a été » demanda-t-il. « Bien » répondit-elle, retirant sa perruque qu'elle jeta sur la chaise et se dirigea vers la salle de bain. « Toujours éveillé ? Tu ne travailles pas demain ?» Il regarda la porte de la salle de bain. La brosse à dents bleues avait disparu. Le lendemain matin, il écrivit une liste dans un petit carnet. Prier, apprendre Docker, envoyer CV à 3 endroits, aimer Nana mieux, être ferme, économiser 1000 naira aujourd'hui, ne pas pleurer. Cette liste était la rampe d'un escalier qu'il ne voyait pas encore. Il y eut de bons jours. Elle riait sincèrement à une blague qu'il avait volée sur Twitter. Elle l'embrassait par derrière pendant qu'il lavait la vaisselle et disait « Mon prophète, un jour, tu les surprendras tous. » Il se promenait au crépuscule, passant devant les stands, sur le bord de la route, se tenant la main, promettant 2 balcons et un réchaud à gaz qui s'allumait du premier coup. Chaque souvenir de ces jours était pour lui un talisman. Mais il y eut de mauvais jours, les petites blessures se faisaient plus tranchantes. « Si tu m'aimais, tu ne me laisserais pas manquer de rien. Comment affronter mes amis quand leurs hommes font mieux ? Tu es trop à l'aise avec le petit. » Elle le bloqua 3 heures sur WhatsApp après qu'il eut demandé où elle était, puis le débloqua avec un « Bonne nuit, chérie », comme si effacer un message pouvait effacer une blessure. Il continuait de pardonner, car il ne savait pas quoi faire d'autre. Il venait d'un foyer où son père embrassait la main de sa mère, quand elle revenait du marché, où les excuses étaient tissées dans le tissu des jours ordinaires. Il croyait en l'endurance de l'amour comme certains croient en la chance. Le suspense de ses jours, les frissons de ses nuits, tout cela vibrait d'une tension douce amère, une histoire qui vous tient éveillé, le cœur serré, mais irrésistiblement captivé. Alors, par un samedi brumeux, tandis que la machine du tailleur du quartier bourdonnait comme une abeille, Nana s'assit sur le matelas, le visage grave. « Famille » dit-elle. « Parlons. » Son estomac se noua. « Je suis fatiguée, » poursuivit-elle. « Cette lutte, tout ça, je veux plus. Je mérite mieux. »« Tu mérites tout le bonheur du monde, » répondit-il, la gorge serrée. « Laisse-moi essayer un peu plus longtemps, s'il te plaît. »
Elle regarda ses mains, travailleuses, douces, modestes, puis détourna le regard. D'accord, dit-elle après un silence lourd. Mais les choses doivent changer. Il promit que ce serait le cas. Il ne savait pas comment, mais il promit quand même. Cette nuit-là, il écrivit une nouvelle liste. Collecter de l'argent pour le téléphone de Nana. Demander plus de shift au patron. Mettre à jour le portfolio. Ne pas se perdre lui-même. 2 semaines plus tard, il trouva un petit boulot supplémentaire en réparant des ordinateurs pour une école. Il cacha sa fatigue derrière des sourires et offrit à Nana un téléphone de seconde main qu'il avait rénové jusqu'à ce qu'il brille comme neuf. Elle poussa un cri de joie, le serra dans ses bras, posta un boomerang avec la légende « Mon homme » et 3 emojis cœur. Pour un instant éclatant, il se sentit roi, couronne de papier sur la tête, fragile mais suffisante. Puis vint le centre commercial, la bague qu'il pouvait à peine se permettre, la foule qu'il n'avait pas invitée, et la réponse qui scindrait ce chapitre du suivant, comme une lame tranchante. Mais avant que cette humiliation n'arrive pour lui enseigner un autre langage, il y avait ce fait. Têtu comme un bloc de Lego, Nana avait déjà franchi certaines limites, et il avait choisi le pardon, pliant sa douleur comme une chemise et la posant doucement sur l'étagère, croyant que l'amour lui ferait de la place. Il se coucha cette nuit-là avec son futur frappant doucement à la porte de la pièce voisine, attendant d'être invité. Le soleil de samedi se glissait à travers les rideaux fanés de la chambre de Fémy, illuminant la seule chaise en bois, l'armoire, branlante, et les vêtements soigneusement pliés sur son lit. Il était éveillé depuis l'aube, fixant le petit coffret en velours dans sa main, celui qui contenait tout son espoir. À l'intérieur, une bague en argent modeste reposait, sa pierre unique en zirconium captant timidement la lumière. Ce n'était pas grand-chose, pour n'importe qui d'autre. Cela pourrait sembler insignifiant, mais pour Fémy, c'était tout. Le fruit de 3 mois d'économie disciplinée. Il avait pris des petits travaux supplémentaires après le travail, sauté des repas, et même vendu son ancien ordinateur portable pour compléter le coup. Tout cela parce qu'il croyait que ce jour changerait sa vie. Il imagina le moment, les yeux de Nana s'écarquillant, ses mains volant à sa bouche, le souffle coupé, le oui joyeux qui résonnerait dans ses oreilles pour toujours. Elle était la femme qu'il aimait. Malgré les erreurs, malgré les instants qui avaient failli le briser, il croyait qu'elle en valait la peine. Et peut-être, juste peut-être, que ce serait le tournant. Fémy s'habilla avec soin, sa chemise blanche la plus propre, celle qui conservait encore le parfum subtil du savon à la lavande envoyé par sa mère. Son jean était délavé mais repassé, et ses chaussures noires brillaient après un polissage appliqué avec soin. Il retrouva Nana à l'entrée d'un des centres commerciaux les plus fréquentés de Logos. Elle était radieuse, vêtue d'une robe rouge ajustée soulignant ses courbes et de talons qui claquaient avec assurance sur le sol carrelé. Ses cheveux étaient lisses, son maquillage parfait, et les têtes se tournaient à son passage. « Waouh !» murmura Fémy. « Tu es magnifique !» Elle sourit. « Toi aussi, tu es très élégant. » Ils marchèrent, main dans la main, passant devant des boutiques scintillant de chaînes en or, parfums luxueux et vêtements importés. Le cœur de Fémy battait à tout rompre. Il touchait sans cesse la boîte de la bague dans sa poche, comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Au foot court, il la conduisit à une table au centre. Quelques personnes jetaient des regards curieux. Nana fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ici ? Prenons juste à manger. » Fémy inspira profondément, tomba à genoux et sortit le petit coffret de sa poche. Les conversations autour d'eux s'étaient tues. Les téléphones s'étaient levés, prêts à filmer. « Nana » commença-t-il, la voix tremblante. « Depuis le jour où je t'ai rencontré, tu m'as fait croire en l'amour. Je sais que je n'ai pas grand-chose pour le moment, mais je te promets que je travaillerai chaque jour pour t'offrir la vie que tu mérites. Veux-tu m'épouser ?» Un murmure parcourut la foule de la galerie marchande. Des inconnus souriaient. Certains filmaient déjà pour Instagram ou TikTok, mais l'expression de Nana se figea. « Faye, relève-toi » dit-elle.
La voix basse, mais Tranchante. Il la regarda, confus. Quoi? Ce n'est ni le moment ni l'endroit, murmura-t-il. C'est bon. Dis juste oui. Sa voix monta, et avec elle, la tension dans l'air. Je ne peux pas t'épouser, Faye. Tu es un homme bien, mais je ne peux pas me contenter de moins. J'ai besoin d'un homme financièrement stable. Je ne peux pas souffrir dans la maison de mon père pour ensuite souffrir à nouveau dans celle de mon mari. Je suis désolé. Les sourires de la foule se muèrent en regards gênés. Quelques personnes échangèrent des regards compatissants. Quelqu'un murmura « Chez un cœur brisé ». Fémie resta un instant de trop à genoux, le rejet résonnant dans ses oreilles comme un coup de feu. Puis, lentement, il se releva, referma la boîte de la bague et força un sourire qui ne parvint jamais à ses yeux. 2 jours plus tard, Nana se présenta à son appartement. Elle était calme, presque douce, comme si elle répétait ces lignes. « Je t'aime, Fémie », dit-elle en s'asseyant au bord de son lit. Mais l'amour ne suffit pas. Je ne peux pas construire une vie sur des promesses. Je sors avec quelqu'un d'autre, et nous allons bientôt nous marier. La poitrine de Fémie se serra. C'est pour ça que tu as dit non? Elle hocha la tête, sans croiser son regard. Je viens d'une famille pauvre. Je ne peux pas me marier dans une autre famille pauvre. Je mérite un homme aisé. Je ne peux pas souffrir 2 fois. Ces mots frappèrent plus profondément que n'importe quelle trahison. Ils ne se disputèrent même pas. Il n'y avait plus rien à sauver. Elle se leva, ajusta son sac à main et dit « Je te souhaite le meilleur ». Puis elle partit. C'était la dernière fois que Fémie vit Nana, jusqu'à ce que le destin décide, des années plus tard, de tourner le couteau dans la plaie. Les jours suivants, sa dernière visite s'étirait en un long flou sans couleur. Fémie traversait ses journées comme un homme sous l'eau. Tout était lourd, étouffé, lent. Les murs de son petit appartement semblaient se resserrer, l'air plus dense que jamais. Il cessa d'ouvrir les rideaux. La lumière du matin lui semblait une insulte. La petite horloge sur le mur résonnait fort, lui rappelant que le temps passait et que lui restait immobile. Au travail, ses collègues remarquèrent le changement. Le Fay, habituellement poli et concentré, était devenu distant. Il ne restait plus tard pour étudier le codage ou aider ses collègues avec leurs problèmes informatiques. Il restait assis devant son écran, les mains inertes sur le clavier. Quand on lui demandait s'il allait bien, il esquissait un petit sourire et disait « Ah, ça va ». Mais ça n'allait pas. La solitude resserrait son étreinte. La pire partie n'était pas seulement d'avoir perdu Nana, c'était la manière publique dont cela s'était produit. L'humiliation dans le centre commercial avait fait le tour. Des réseaux sociaux, une vidéo floue de lui à genoux, rejetée, circulait avec des légendes du genre « C'est pour ça qu'on ne fait pas de propositions quand on est fauché ?» Les commentaires brûlaient « Elle a raison, l'amour ne paie pas les factures. Mec, travaille ton compte bancaire avant de te mettre à genoux pour une femme. » Fémie cessa de regarder son téléphone. Il supprima sa photo de profil WhatsApp. Il évita les amis qui auraient déjà pu voir la vidéo. La nourriture perdit tout goût. Des jours passèrent avant qu'il réalise qu'il n'avait pas pris un vrai repas. Même répondre aux appels de sa mère devint difficile. « Faye, ça va ?» demandait-elle en yoruba, sa voix chaleureuse et inquiète. Il mentait. « Ça va, maman, juste occupé avec le travail. » Un jeudi soir, la solitude devint insupportable. Il avait marché sous la pluie pour rentrer chez lui après le travail, refusant de dépenser un sou pour le transport. Ses vêtements, trempés, lui collaient à la peau, lourds et glacés. Il laissa tomber son sac mouillé sur le sol et s'assit sur le lit, le regard perdu dans le vide. Le bruit de la pluie tombant sur les vitres était régulier, presque hypnotique. Son esprit vagabondait vers les semaines de fête qu'il avait enchaînées. À quoi bon? Personne ne viendrait le sauver. Sa carrière stagnait. Sa vie amoureuse s'était terminée dans l'humiliation. Son cœur souffrait d'une douleur qui semblait éternelle. À 21h, il se tenait sur la passerelle piétonne du Third Mainland Bridge. La ville s'étendait de chaque côté.
scintillante de 1000 lumières, tandis que l'eau en contrebas était noire et agitée. Les voitures filaient à toute vitesse, leur conducteur inconscient du jeune homme au bord du vide. Il pensa à ses parents, à leur déception, ou peut-être à leur soulagement si sa souffrance prenait fin. Il se remémora les paroles de Nana. Je ne peux pas souffrir 2 fois. Il pensa au visage dans la foule du centre commercial, à cette pitié silencieuse dans leurs yeux. Un pas en avant, et tout serait fini. Frère, une voix retentit. Fémi se tourna légèrement. Un chauffeur de taxi d'âge moyen, portant une chemise verte délavée et tenant un parapluie, se tenait à quelques mètres. La pluie tambourinait doucement dessus. « Ça va, mon garçon ?» demanda l'homme, le visage marqué par l'inquiétude. Fémi tenta un sourire forcé. « Oui, ça va. » L'homme fit un pas en avant, secouant la tête. « Non, ça ne va pas. J'ai déjà vu ce regard. Écoute, ton histoire n'est pas finie. Ne laisse pas le choix de quelqu'un d'autre décider de ta vie. » La gorge de Fémi se serra. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Il n'y a plus devant toi que ce que tu peux imaginer maintenant. Tu crois que c'est la fin, mais ce n'est qu'un virage sur la route. Rentre chez toi, mange quelque chose, repose-toi. Demain tu recommenceras. Ces mots tombèrent en lui comme une pluie chaude et lourde, dissipant le brouillard dans sa tête. Fémi hocha lentement la tête, recula du bord et laissa échapper un long souffle tremblant. « Merci », murmura-t-il. L'homme esquissa un léger sourire. « Quand tu réussiras, souviens-toi de cette nuit, et souviens-toi que Dieu a encore ton nom dans son livre. » Cette nuit-là, Fémi rentra chez lui sous la pluie, ses vêtements trempés, mais ses pas avaient changé. L'obscurité était toujours là, mais une fine et fragile lueur d'espoir commençait à briller. Il ne le savait pas encore, mais le virage dont parlait le chauffeur de taxi était plus proche qu'il ne l'imaginait. Le lendemain matin, Fémi se réveilla sous la lumière grise de l'aube filtrant à travers ses rideaux fins. Ses vêtements de la veille étaient toujours en tas sur le sol, l'odeur de la pluie flottant dans l'air. Pour la première fois depuis des semaines, il ne se recoucha pas. Les mots du chauffeur résonnaient encore dans son esprit. « Ton histoire n'est pas finie, ce n'est qu'un virage sur la route. » Fémi s'assit lentement. Son corps était lourd, mais une étincelle obstinée d'énergie brillait en lui, la plus faible étincelle de détermination. Il prépara une tasse de thé clair et s'assit à sa petite table en bois, ouvrant son vieux laptop. L'écran portait une fissure à un coin. Les touches brillaient d'années d'utilisation, mais il fonctionnait encore. Ce même après-midi, il commença à mettre à jour son CV, tout en essayant de résoudre une imprimante capricieuse, dans son emploi peu rémunéré en informatique. Son téléphone vibra. Le nom à l'écran fit remonter ses sourcils. Tunday, ancien camarade d'université. Il ne s'était pas parlé depuis presque un an. Fémi répondit, essayant de paraître joyeux. « Tunday, ça fait longtemps ?» La voix de Tunday était chaleureuse et pleine d'énergie. « J'ai essayé de te joindre. Où t'étais-tu caché ?»« Tu sais, juste le boulot et survivre. » Tunday rit doucement. « Écoute, ma société se développe. On a besoin d'un gars solide en informatique, capable de gérer à la fois l'infrastructure et la cybersécurité. Je n'ai immédiatement pensé qu'à toi. C'est un poste senior. Le salaire est loin d'être mauvais. » Fémi a failli laisser tomber le câble de l'imprimante de ses mains. « Tu es sérieux ?»« Sérieux. Comme un embouteillage sur Logos. Envoie-moi ton CV aujourd'hui. L'entretien est prévu la semaine prochaine, mais je vais te recommander auprès des RH pour qu'ils te prennent vraiment au sérieux. » Quand l'appel s'est terminé, Fémi est resté figé quelques secondes, le regard perdu dans le reflet sombre de l'écran de son ordinateur. Puis, une vague d'adrénaline le submergea. Il envoya son CV sans attendre. Une semaine plus tard, Faye... Elle se tenait devant le bâtiment en verre ultramoderne de Skyline Tech Solutions, ajustant le col de son blazer emprunté. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était en rien comparable au petit bureau poussiéreux auquel il était habitué. Cet endroit sentait l'argent. Du marbre poli du hall aux portes d'ascenseur chromées reflétant son visage tendu, tout respirait la réussite.
Le jury de l'entretien était composé de 3 personnes. Une femme en tailleur bleu marine aux yeux perçants, un homme barbu avec une montre hors de prix et un jeune qui tapotait sans cesse sur son ordinateur portable. Ils l'ont bombardé de questions techniques. Architecture des systèmes, menaces cyber, protocole de maintenance des serveurs. Les mains de Femi étaient légèrement moites, mais son esprit restait clair. Il répondit avec calme et précision, puisant dans toutes ses nuits passées dans le labo universitaire et ses marathons d'apprentissage autodidacte en codage. Lorsqu'ils lui demandèrent comment il résolvait les problèmes, il raconta l'histoire d'un correctif qu'il avait développé de zéro, sauvant son ancienne entreprise d'une perte massive de données clients. L'homme barbu se renversa légèrement sur sa chaise, esquissant un léger sourire. Quand il quitta enfin le bâtiment, Fei ressentit un étrange sentiment de calme. Il n'avait pas été parfait, mais il savait qu'il avait montré sa valeur. 3 jours plus tard, le téléphone sonna. « Monsieur Adanjo, ici le service RH de Skyline Tech. Nous sommes heureux de vous offrir le poste de responsable IT. Votre salaire de départ sera de 750 000 N par mois, avec primes et avantages. Pouvez-vous commencer lundi prochain ?» Pendant un instant, Fei resta muet. Sa gorge se serra. Puis, enfin, « Oui, oui, je peux commencer. » Quand l'appel se termina, il s'assit sur son lit, le regard vide. Peu à peu, un sourire se dessina sur son visage. C'était le tournant, le début de la vie dont il avait toujours rêvé. Les premiers mois chez Skyline furent intenses. Femi se donna corps et âme au travail, restant souvent tard pour apprendre de nouveaux systèmes et optimiser les processus de l'entreprise. Ses efforts furent remarqués. En 6 mois, il dirigeait une petite équipe. En 1 an, son salaire avait doublé. Avec ses revenus croissants, Femi quitta son minuscule studio pour un appartement 2 pièces confortable. Il acheta sa première voiture, une Toyota Camry, et envoya régulièrement de l'argent à ses parents. Mais il ne s'arrêta pas là. Il se mit à lire sur les investissements, à assister à des séminaires immobiliers le week-end et à étudier le marché. Au bout de 2 ans, il acheta son premier terrain à Lekki, qu'il revendit avec profit 6 mois plus tard. Puis vinrent d'autres terrains, des appartements, des biens en location courte durée. 3 ans après, la vie de Fei avait radicalement changé. Il vivait désormais dans un manoir somptueux, à Lekki phase 1. Une maison à 2 étages avec sol en marbre, balcon en verre et piscine privée étincelante sous le soleil. 3 voitures y l'attendaient. Une Mercedes-Benz noire, un Range Rover blanc et un coupé sportif qui attirait tous les regards. Sa garde-robe débordait de costumes sur mesure et de chaussures importées. Pourtant, malgré tout ce luxe, Fei restait discipliné. Il n'avait jamais oublié ce que c'était de compter chaque pièce pour acheter du pain. Et même s'il fréquentait désormais PDG et investisseurs, il gardait son cercle restreint. Mais le destin n'avait pas fini de le surprendre. 3 ans après que Nana avait disparu de sa vie, le destin allait les réunir à nouveau. Pas dans un centre commercial, ni dans son modeste appartement d'1 pièce, mais sur une route poussiéreuse où le cours de la fortune avait complètement changé. C'était un samedi après-midi brûlant à Lagos, du genre qui rend l'air lourd et collant. Femi venait de finir un déjeuner rapide dans un restaurant populaire de Victoria Island. Habillé simplement, polo blanc, jeans sombre, lunettes de soleil sur le visage, il dégageait pourtant une aisance silencieuse. La Mercedes-Benz GL noire, garée dehors, brillait sous le soleil, son chrome poli attirant le regard des passants. Il sortit dans la rue animé, ajustant sa montre en se dirigeant vers sa voiture. Son esprit déjà tourné vers sa prochaine rencontre, avec un potentiel client immobilier. Mais alors qu'il approchait de la porte du conducteur, quelque chose attira son attention. Une voix faible et fatiguée appelait des inconnus. « S'il vous plaît, aidez-moi à nourrir mes enfants. Tout ce que vous avez, s'il vous plaît. » Il se retourna. À quelques pas, près d'un trottoir fissuré où le soleil de l'après-midi frappait impitoyablement, une femme était assise. 2 jeunes enfants, des jumeaux, à ses côtés. Les enfants, à peine âgés de 3 ans, portaient des vêtements dépareillés et n'avaient pas de chaussures. Leurs cheveux étaient en bataille,
leurs visages maculés de poussière. L'un s'accrochait au pagne de sa mère, l'autre traçait distraitement des formes dans la poussière. La femme elle-même. Fémie resta figée. Ce n'était pas possible. Sa tête était baissée, le visage caché sous un foulard fané. Ses vêtements étaient usés, ses sandales à peine intactes. Mais quelque chose dans sa posture, la courbe de sa mâchoire, sa voix, c'était Nana. La tête de la femme se releva brusquement. Ses yeux, autrefois vifs et pleins d'assurance, étaient de maintenant creusés, cerclés de fatigue. Sa peau avait perdu son éclat. Ses lèvres étaient sèches et fendillées. Mais il n'y avait aucun doute. Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de choc et de honte. Tu es tellement beau, Fémie, murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Fémie retira lentement ses lunettes de soleil, révélant des yeux dépourvus de colère, seulement remplis d'un étonnement silencieux. « Et toi, tu es si mal en point, Nana. Que t'est-il arrivé ?» Elle détourna le regard, clignant des yeux rapidement. « Je ne sais même pas par où commencer. »« Commence, » dit Fémie calmement mais fermement. Sa voix se brisa tandis qu'elle parlait. « Après t'avoir quitté, j'ai épousé Cola, l'homme dont je t'avais parlé. Il m'a promis le monde, une grande maison, des voyages à l'étranger. Pendant un temps, j'avais tout. Je croyais avoir fait le bon choix. » Elle avala difficilement sa salive, serrant les doigts autour de l'enfant à côté d'elle. Mais 2 ans plus tard, tout s'est effondré. Cola a été arrêté pour fraude en ligne. La EFCC est venue. Ils ont tout pris. Les voitures, la maison, les comptes, tout disparu en 1 semaine. Je me suis retrouvé avec rien, et Cola, il est toujours en prison. Ses lèvres tremblaient. J'ai dû déménager dans une petite pièce à Aounla. Pas de travail, pas de famille pour m'aider. Les jumeaux, ils sont la seule raison de me lever chaque matin. Je sors tous les jours pour mendier, afin que nous puissions manger. Parfois, nous dormons le ventre vide. Fémie resta silencieux, le bruit de la rue s'évanouissant derrière eux. « Lève-toi, dit-il enfin. Elle hésita. « Quoi ? Lève-toi, Nana. Prends les enfants. Tu viens avec moi. » Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de méfiance et d'étonnement. « Après tout ce que je t'ai fait, tu m'aiderais quand même ? » ?»« Je ne rends pas le mal par le mal, » répondit-il. « Allons-y. » Elle rassembla les jumeaux, un de chaque côté, et le suivit jusqu'à la Mercedes. Une fois installée à l'intérieur, elle observa les sièges en cuir, le parfum de vernis et de parfums coûteux flottant dans l'air. « C'est ta voiture ? » demanda-t-elle doucement. « L'une des miennes, » répondit Fémie simplement, en mettant le moteur en marche. Le trajet jusqu'à son domicile se fit dans un silence lourd, seulement ponctué par le doux bourdonnement de la climatisation. Nana restait accoudée à la fenêtre, son regard perdu dans le vide, comme si elle essayait de deviner la vie que menait désormais Fémie. Lorsque la voiture pénétra dans son domaine sécurisé, le garde se redressa au garde-à-vous et le salua. Les imposantes grilles noires s'ouvrirent lentement, dévoilant une somptueuse demeure blanche, aux balcons en verre, aux pelouses impeccablement entretenues et à la piscine étincelante. Des voitures de luxe brillaient dans l'allée. Nana étouffa un souffle, ses genoux tremblants alors qu'elle descendait, tenant fermement les mains des jumeaux. « C'est ici que tu vis ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Oui, » répondit Fémie en avançant vers la porte d'entrée, chaque pas résonnant comme un écho de sa réussite. À l'intérieur, l'air était frais et parfumé de vanille. Le sol en marbre poli reflétait la lueur douce des lustres, tandis que les domestiques glissaient silencieusement en arrière-plan. Fémie s'adressa à l'une des servantes. « Montre Madame Nana à la chambre d'invité. Prépare-lui des vêtements propres et un bain pour elle et les enfants, et dis au chef de leur préparer un repas copieux. » Une demi-heure plus tard, Nana sortit de la chambre d'invité, les cheveux lavés et soigneusement attachés, vêtue d'une robe simple mais fraîche. Les jumeaux, désormais propres, semblaient
presque méconnaissables comparés aux enfants poussiéreux qu'elle avait vus sur le bord de la route. Le chef disposa devant eux des assiettes de riz jollof fumant avec du poulet frit. Nana hésita un instant, puis se mit à manger, d'abord lentement, puis avec une faim dévorante, comme quelqu'un qui n'avait rien avalé depuis des semaines. Femi la regardait en silence, jusqu'à ce que les assiettes soient vides. Vides. Nana posa sa fourchette et le fixa, la voix tremblante et brisée. « Femi, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité. Je pensais faire le bon choix, mais maintenant je comprends. Pardonne-moi. » Femi s'adossa dans sa chaise, calme et déterminé. « Je t'ai pardonné il y a longtemps. En fait, ton départ m'a poussé à travailler plus dur, et ça m'a donné la force de réussir. » Les yeux de Nana brillèrent. « Penses-tu que nous pourrions recommencer ?» La réponse de Femi fut ferme. « Non, Nana, j'ai quelqu'un maintenant. Une femme qui est restée à mes côtés quand je n'avais rien. Je ne peux pas la trahir. » Cette nuit-là, Nana resta éveillée dans le confort du lit d'invité, les yeux fixés au plafond. Elle n'avait jamais imaginé finir ici, dans la maison de l'homme qu'elle avait autrefois rejeté, non pas comme épouse, mais comme une invitée, dans le besoin. Et au fond d'elle, le regret la rongeait comme une marée implacable. Le soleil du matin inonda les vastes fenêtres de la demeure de Femi, transformant le marbre blanc en un éclat doré. Nana s'éveilla doucement dans le lit moelleux, les draps doux inconnus contre sa peau. Pendant un instant, elle oublia où elle était, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le plafond haut, le lustre au-dessus, et l'armoire remplie de vêtements soigneusement pliés par la servante. Elle tourna la tête. Les jumeaux dormaient encore à ses côtés, leurs petits visages paisibles pour la première fois depuis des semaines. Elle tendit la main vers eux, le cœur lourd de gratitude et de regret. Cette vie aurait pu être la sienne, cette maison, ce confort, cette sécurité. Tout cela aurait pu être à elle, si seulement elle n'avait pas tourné le dos à Femi. Plus tard dans la matinée, après que la servante lui ait apporté un plateau de petit déjeuner avec œufs, pain grillé et jus d'orange frais, Nana quitta la chambre d'invité. Elle erra lentement dans le large couloir, ses doigts effleurant les murs lisses, ses pieds s'enfonçant dans les tapis perçants moelleux. À travers une porte entr'ouverte, elle aperçut le bureau de Femi, des étagères remplies de livres, 2 grands écrans d'ordinateur illuminés, un fauteuil en cuir derrière un immense bureau en acajou. Plus loin, elle entra dans le salon et s'arrêta, bouche bée. Les baies vitrées du sol au plafond donnaient sur une piscine scintillante bordée de palmiers, un spectacle presque irréel qui semblait raconter une autre vie, une vie qu'elle aurait pu avoir. Un Range Rover blanc était garé près d'une fontaine, et au loin, des jardiniers taillaient les haies d'une pelouse parfaitement entretenue. C'était le paradis. Nana restait là, se voyant déjà comme la maîtresse de maison. Elle s'imaginait organiser des fêtes somptueuses, vêtue de robes en soie, sirotant du vin au bord de la piscine pendant que les jumeaux jouaient. Elle rêvait de pénétrer dans des boutiques luxueuses sans jamais regarder les étiquettes. Et puis, son esprit dériva vers Faye, pas tel qu'il était maintenant, froid et réservé, mais tel qu'il avait été autrefois, souriant pour elle, tenant sa main, rêvant un jour, ensemble. Elle le trouva dans la salle à manger, un café à la main, lisant sur sa tablette. Il portait une chemise bleu clair aux manches retroussées, sa montre étincelant à la lumière du matin. « Bonjour », murmura-t-elle doucement. Il leva les yeux un instant. « Bonjour. Bien dormi ?»« Oui, merci pour tout. » Elle hésita, puis s'assit en face de lui. « Femi, j'ai réfléchi. Ce qui s'est passé entre nous, c'était ma faute. J'étais stupide, aveugle. J'ai choisi l'argent plutôt que l'amour, et j'ai tout perdu. » Femi posa sa tablette, son expression impassible. « Nous faisons tous des choix, Nana, et nous vivons avec.
Elle avala sa salive, la voix tremblante. « Je sais, mais je vois l'homme que tu es devenu. Réussi, bienveillant. J'aimerais pouvoir faire à nouveau partie de ta vie. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil, les yeux fixés sur elle. « Nana, quand tu es partie, j'ai cru que c'était la fin de moi. Mais cela a fait de moi ce que je suis devenu. J'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Et pendant ce temps, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme qui m'a soutenu quand je n'avais rien. Je l'aime. Je ne la trahirai pas. » Le regard de Nana tomba sur ses genoux. Le refus était calme, poli, mais définitif. Le reste de la journée, elle erra dans la maison comme dans un rêve éveillé. Elle observa le chef préparer le déjeuner, les domestiques nettoyer en silence, les gardes patrouiller dans le domaine. Elle vit Fémy répondre à des appels dans son bureau, parlant avec assurance de projets et d'investissements qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Partout où elle posait les yeux, elle voyait ce qu'elle avait jeté. Le soir venu, elle s'assit près de la fenêtre de la chambre d'invité. Regardant la piscine refléter le soleil couchant doré, les jumeaux jouaient sur le tapis derrière elle, leur rire doux et innocent. « Ça aurait pu être notre vie, pensa-t-elle. J'aurais pu être sa femme. Mes enfants auraient grandi ici, en sécurité, dans le confort. » Mais elle avait fait son choix. Et désormais, elle n'était plus qu'un souvenir de son passé, pas une partie de son futur. Le lendemain matin, Nana se réveilla au parfum du pain frais flottant jusqu'à la chambre d'invité. Pendant un instant presque irréel, elle s'imagina dans cette vie. Se lever chaque jour dans le manoir de Fémy, ses jumeaux jouant dans le jardin, ses matins enveloppés de confort, au lieu de poussière et de chaleur. Mais la réalité la rattrapa lorsqu'un léger coup fut frappé à la porte. La domestique entra, main jointe, avec politesse. Madame Ogafi dit « Vous devez être prête dans 1 heure. Il va vous emmener quelque part. » L'estomac de Nana se noua. Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans le ton de la femme lui indiquait que ce n'était pas une simple promenade touristique. 1 heure plus tard, Nana entra dans le salon. Les jumeaux étaient propres, les cheveux brossés, s'agrippant timidement à sa robe. Fémy se tenait près de la porte, clé de voiture en main, portant une chemise blanche impeccable et un pantalon sur mesure. « Nous allons faire un tour, » dit-il simplement. Le trajet fut silencieux. Les Legos défilaient derrière les vitres teintées. Les vendeurs ambulants criaient leurs prix. Les motos Okada slalomaient dans la circulation et les panneaux publicitaires annonçaient de nouveaux lotissements et forfaits téléphoniques. Nana le regardait furtivement. Son visage était calme, mais une gravité inhabituelle se lisait dans ses yeux. Après environ 30 minutes, la voiture s'arrêta devant un immeuble propre, fraîchement peint, de 2 étages, dans un quartier calme. Fémy se tourna vers elle. « C'est ici que tu vas rester à partir de maintenant. » Nana cligna des yeux, surprise. « Que veux-tu dire ?» Il sortit, ouvrit la porte devant elle et lui fit signe de le suivre. Ils montèrent donc le petit escalier qui menait à un appartement 2 pièces, petit, mais parfaitement entretenu. À l'intérieur, les murs étaient fraîchement peints couleur crème. Le carrelage brillait, et les pièces étaient meublées simplement, mais avec du mobilier neuf. Des lits, un canapé, une table à manger. « Le loyer pour 1 an est déjà payé, » dit-il. « Le propriétaire te connaît. Tu n'auras pas à te soucier d'un endroit où toi et les jumeaux pourraient dormir. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Fémy, je ne sais pas quoi dire. »« Il y a encore autre chose, » dit-il en sortant une enveloppe de sa poche et en la lui tendant. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de $, billets neufs et parfaitement rangés. « C'est 10 000 ?» dit-il calmement. « Lance ton affaire. Nourris tes enfants. Construis quelque chose pour toi. Ne le gaspille pas. » Nana porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant librement. « Pourquoi ? Après tout ce que je t'ai fait, après la façon dont je t'ai traité, pourquoi tu fais ça ?» Fémy la regarda longuement. « Parce que je ne rends pas le mal par le mal. Tu m'as fait du mal, oui. Mais tes choix m'ont aussi poussé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui.
Je ne te hais pas. Au contraire, je te remercie. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons revenir en arrière. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre maintenant. » Les genoux de Nana fléchirent, et elle s'affaissa sur le canapé, sanglotant. Elle se remémora les jours où elle avait moqué ses ambitions, comparé à des hommes plus riches, tourné le dos quand il avait le plus besoin d'elle. Elle se souvint du centre commercial, de la foule, des caméras, de ses mots cruels. Et maintenant, il se tenait là, plus riche qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, lui offrant une nouvelle vie qu'elle ne méritait pas. Il posa les clés sur la table et se tourna pour partir. « Prends soin de toi et prends soin d'eux, » dit-il en jetant un regard vers les jumeaux. « Fémie, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis désolé. » Il s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Au revoir, Nana. » La porte se referma doucement derrière lui. Elle resta assise longtemps, le doux rire de ses jumeaux en fond sonore. Elle regarda autour d'elle, un appartement sûr, propre, plein de possibilités. Mais dans son esprit, elle ne voyait que le manoir de Fémie et la vie qu'elle avait laissé filer. Le regret l'enveloppait comme une couverture glaciale et elle savait qu'il ne la quitterait jamais complètement. Pour le reste de sa vie, Nana porterait cette vérité. Elle avait tenu l'or entre ses mains et l'avait échangé contre de la poussière. La leçon de cette histoire, la vraie valeur ne se mesure pas à la richesse, mais au caractère, à la loyauté et à la patience. Ceux qui poursuivent des richesses éphémères perdent souvent des bénédictions durables, tandis que ceux qui persévèrent dans l'adversité avec intégrité finissent par s'élever. Ne méprisez jamais les débuts modestes et ne troquez jamais un amour sincère contre un confort passager. Le regret pourrait vous suivre pour toujours. Nous espérons que cette histoire vous a touché. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'avez-vous appris? Comment cela vous a-t-il marqué? Et voici une bonne nouvelle. Une autre histoire puissante et inspirante arrive dans quelques jours. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être le premier à la découvrir. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce en l'air et partagez-la avec vos proches, afin que ces leçons atteignent encore plus de monde. Merci infiniment de nous avoir regardés, et que Dieu vous bénisse abondamment.